Bonjour à tous. À quoi ressemblera le mix énergétique de la France dans les prochaines décennies? Les enjeux environnementaux obligent à repenser notre modèle énergétique dans le bâtiment particulièrement, et les pouvoirs publics fixent des objectifs ambitieux pour assurer la transition énergétique. Ces objectifs sont-ils tenables? Quelle sera la place du gaz dans le futur mix énergétique de la France? CJBAT, les débats. Et pour analyser les enjeux d'une transition énergétique en cours dans le secteur du bâtiment, pour se projeter dans l'avenir aussi, nous sommes avec Marie-Christine Prémartin. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Marie-Christine Prémartin, qui est directrice exécutive de l'ADEME, en charge du pilotage des programmes d'action de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est vous qui dirigez les équipes qui travaillent sur les questions de production d'énergie durable, de ville durable, d'économie circulaire et de déchets notamment. Avec nous également Bernard Olagne, le président de l'association Coenov. Bonsoir. Coenov, qui est une association qui rassemble les principaux producteurs d'équipements énergétiques du bâtiment, mais aussi GRDF, la Fédération du bâtiment et la CAPEB, des professionnels qui plaident en faveur d'un mix énergétique diversifié. Vous nous direz pourquoi. Alexandre Boucher, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Boucher, directeur associé et fondateur du cabinet eCube Stratégie Consultant. C'est un cabinet de conseil en stratégie, conseil auprès de grandes entreprises du secteur de l'énergie, du secteur des transports également. Vous conseillez aussi des structures publiques et des fonds d'investissement. Tout au long de ce débat, vous pouvez réagir, commenter, mais aussi poser directement des questions si vous le souhaitez, et ceci via Twitter. Le hashtag, c'est débat avec un S, CJBAT. Bonjour à tout le public du Club Haussmann à Paris. Bonjour à vous aussi qui nous suivez depuis une dizaine de sites décentralisés de GRDF, à Besançon, à Chambéry, à Clermont-Ferrand, à Lille, à Lyon, à Metz, à Mulhouse, à Nantes, à Rennes et à Rouen. Bonjour enfin à Alain Mille. Alain Mille, qui est le directeur du développement de GRDF. Quel est votre point de vue, Alain, votre point de vue de gazier sur cette phase de transition énergétique dans laquelle nous nous trouvons? Arriverons-nous à changer véritablement de modèle? Arriverons-nous demain à consommer une énergie à la fois renouvelable et décarbonée? Alors, effectivement, l'enjeu de la transition énergétique, il est très, très compliqué. Et pour y arriver, je pense qu'on y arrivera si on arrive à sortir des choix du passé. Et si on arrive notamment à sortir du fantasme du tout électrique. On est face à trois défis finalement pour arriver à ces objectifs-là. Il y a le défi de l'énergie, il y a le défi du carbone et le défi des coûts. Sur l'énergie, c'est l'efficacité énergétique qui est attendue. Il faut baisser les besoins. Et d'ici 2030, faisons simple, ne cherchons pas à faire du bâtiment bas carbone, rénovons l'électricité par l'électricité, le gaz par le gaz, et remplaçons un maximum de fuel. Sur la partie du carbone, ça concerne toutes les énergies. Il faut que toutes les énergies se transforment et évoluent vers le renouvelable. L'électricité en remplaçant le nucléaire par le renouvelable, le gaz en remplaçant le gaz fossile par du gaz vert, les réseaux de chaleur en remplaçant leur partie fossile par du renouvelable, et les énergies qui n'arriveront pas à se transformer, par exemple le fioul et le charbon, vont sortir du mix énergétique. Et enfin, il y a la question des coûts, qui a deux niveaux. Il y a le coût de production de l'énergie. Toutes les ENR seront chères, mais les ENR gaz ne seront pas plus chers que les autres. Et enfin, il y a le coût des structures. On va développer des ENR électriques importantes en été, alors que les besoins sont en hiver, donc il faut stocker. Et pour stocker, il faut s'adosser à du gaz renouvelable qui, lui, est stockable et qui bénéficie des infrastructures de stockage qui existent déjà. Donc pour y arriver, c'est simple, il faut conserver un mix complémentaire avec finalement de l'électricité renouvelable en bandeau qui fait les usages constants et puis du gaz renouvelable et des réseaux de chaleur renouvelables qui vont faire les usages d'hiver. Et c'est ce mix complémentaire qui permettra d'atteindre la transition énergétique.
Alors voilà pour les éléments du débat. On va revenir sur les faits générateurs de ce débat, la loi du 17 août 2015 qui a gravé dans le marbre les ambitions énergétiques de la France. 3 ans déjà que la France cherche à réduire ses consommations et à développer les énergies renouvelables, des objectifs précis qui doivent être atteints dans les prochaines décennies. Le rappel des ambitions de la France avec Ariane Monfray sur une animation de Julien Delrieux. Les gouvernements qui se succèdent en France depuis les années 2000 sont d'accord sur un point, la France consomme trop d'énergie et surtout trop d'énergie fossile pour chauffer les bâtiments, les éclairer, faire tourner les machines à laver et les ordinateurs. Au total, 136 millions de tonnes équivalent pétrole en 2015, dont les 2/3 d'origine fossile, du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Cette énergie coûte cher, environ 40 milliards d'euros en 2015, et elle rend le pays dépendant des importations. Et puis la France étouffe. En 2015, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint 295 millions de tonnes équivalent CO2. Avec la loi de transition énergétique, les émissions de gaz à effet de serre devront être divisées par 4 d'ici 2050. Dans le bâtiment, la loi impose des objectifs ambitieux, avec la réduction progressive des consommations d'énergie finale, en 2030, moins 20%, et en 2050, moins 50%. Pour y arriver, il faudra miser sur l'isolation des bâtiments et l'efficience énergétique des moyens de chauffage. Mais ce n'est pas tout. La loi de transition énergétique fixe aussi la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation d'énergie brute d'ici 2030. À cette date, au minimum 10% du gaz et 40% de l'électricité devront être d'origine renouvelable. Et pour finir, la part du nucléaire dans la production d'électricité devra, elle, passer de 75 à 50% d'ici 2025. Pour les objectifs pour le moins ambitieux de la loi de transition énergétique, un texte qui était né d'ailleurs du Grenelle de l'environnement, qui a été longuement mûri, débattu. Il est en application depuis 3 ans. Marie-Christine Prémartin, est-ce que vous considérez qu'on est sur la bonne trajectoire? Est-ce que les choses sont bien engagées ou est-ce que ça patine? Je ne dirais pas que ça patine. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont donc en passe d'être atteints, mais il est certain qu'il faut encore un peu de temps. Aujourd'hui, donc la trajectoire, vous l'avez dit, elle est ambitieuse, mais pour nous, c'est atteignable. L'objectif est vraiment à la fois, et la vidéo le montrait bien, de réduire les consommations énergétiques, et donc notamment en 2030 ou à l'horizon 35. Donc côté ADEME, on pense qu'il faut baisser de 30% nos consommations à l'horizon 2035. Et puis, dans la loi, il est bien prévu de doubler la part des énergies renouvelables entre 2016 et 2030, donc pour atteindre 32%. Bernard Olagne. Par rapport aux objectifs de la loi, le gouvernement est en train, passez-moi l'expression, de jouer un peu les Monsieur Plus, puisqu'on ne parle plus de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, on parle de neutralité carbone. Donc ça, c'est un premier point important dont les travaux... Donc un relèvement des objectifs. Exactement, un relèvement des objectifs. Donc les travaux actuels au sein de la PPE, justement, visent à intégrer cette nouvelle ambition et la traduire en action, etc. Alors donc, je disais, la trajectoire, elle est ambitieuse, mais pour autant, il y a un certain nombre d'atouts qui sont extrêmement importants, et c'est pour ça que je dis que les choses bougent dans le bon sens, parce que les grandes filières de production d'énergie renouvelable, qui sont incontournables pour atteindre la transition, elles ont atteint d'une part une maturité technologique, d'autre part on constate que les gisements de toute façon sont suffisants et que les coûts sont en diminution. Et donc ça laisse quand même être assez optimiste sur une bonne partie des trajectoires, que ce soit pour les questions de chaleur renouvelable avec la biomasse, que ce soit pour l'électricité renouvelable ou pour les questions de méthanisation de gaz renouvelable avec la méthanisation par exemple. La trajectoire, admettons, comme le disent certains, qu'on soit un peu en retard, etc., on n'est pas parti dans une logique de trajectoire linéaire. On n'a pas dit qu'on était dans une pente linéaire entre aujourd'hui et 2050. Par rapport à tout ce qui va se mettre en place, il faut considérer qu'on est susceptible, effectivement, c'est le cas notamment des énergies renouvelables, c'est le cas notamment du gaz vert, avec une accélération beaucoup plus forte. Entre aujourd'hui, on est vraiment dans le lancement,
et demain, on sera vraiment dans le déploiement. Si je prends un exemple, c'est vrai que, par exemple, sur la chaleur renouvelable, on est en deçà aujourd'hui de l'objectif. Et du coup, l'objectif qui était assigné pour 2023, on pense qu'il est atteignable, par contre, à condition, comme je disais, de donner un coup d'accélérateur pour 2028. Donc, il y a sans doute des ajustements. Dans le cadre de la PPE, il y avait des objectifs bas, des objectifs hauts. Il y a un certain nombre, sans doute, d'ajustements à faire, mais la trajectoire, il faut absolument, évidemment, la poursuivre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des ajustements, etc. On change de paradigme, comme on dit. On passe vraiment dans une logique qui est inéluctablement vers l'efficacité et la sobriété énergétique, baisse des besoins et des consommations, et le développement des énergies renouvelables, avec ensuite, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, une petite ambiguïté entre la notion de renouvelable et décarboné par rapport à une certaine énergie. Pour ça, il y a un certain nombre de conditions hyper importantes, et là c'est aussi un signe très positif, c'est qu'il faut qu'il y ait des signaux économiques qui soient favorables et à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et c'est le cas avec la trajectoire qui a été renforcée de la taxe carbone, par exemple. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, cette trajectoire doit encore être poursuivie donc pour 2030, puisque là, dans le cadre de la loi de finances, ça a été développé jusqu'en 2022. Optimisme quand même donc sur ce bilan triennal de la loi. Optimiste, mais je voulais quand même aussi rajouter, il y a une question, il y a un sujet sur lequel l'ADEME et aussi pense qu'il faut vraiment insister, c'est donc la visibilité, les objectifs, c'est la PPE, mais c'est aussi une appropriation territoriale des énergies renouvelables, et donc de travailler avec évidemment les collectivités, mais aussi d'impliquer les citoyens et de faciliter le financement participatif. C'est des choses d'ailleurs qui ont été faites, et donc ça c'est aussi des choses qui vont dans le bon sens pour permettre une transition énergétique et écologique. Vous parliez de changement de paradigme, changement de système, de modèle. Pour étayer ce point de vue, il y a les objectifs affichés par l'État sur le nucléaire. Dans un pays où on a misé sur le nucléaire pendant des décennies, on dit aujourd'hui réduire de 25% dans des délais courts la part d'électricité nucléaire. D'abord, est-ce que ça vous semble tenable? Et ensuite, quelles conséquences cela peut avoir sur précisément le modèle et le mix énergétique, Alain Mille, sur le nucléaire? Alors, pour réduire le nucléaire, il y a deux choses. Est-ce que politiquement on veut le réduire? Ça, c'est une première question qui n'est pas aussi claire que ça. Et puis après, techniquement, est-ce qu'on est capable de le réduire, quoi? Il est probable que pour 2025, la réponse est non. Parce qu'en fait, je pense qu'on y reviendra aussi, quand on regarde finalement la place de l'électricité dans le mix énergétique global. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'électricité a une vraie problématique en fait en hiver. Et en hiver, le nucléaire assure une certaine base. Si on remplace le nucléaire, si on diminue le nucléaire, il faut le remplacer par quelque chose pour faire la base. Donc soit on le remplace par des ENR électriques stockables, disponibles en hiver, et ça c'est très complexe, soit on le remplace par autre chose qui peut être soit des réseaux de chaleur renouvelables, soit du gaz renouvelable. Or, en fait, aujourd'hui, clairement, cette montée en puissance des énergies alternatives renouvelables... Qu'est-ce que c'est l'alternative à l'électricité nucléaire? Parce que ce qui est dit dans la loi, c'est qu'on ne renonce pas à l'électricité. On abaisse la part du nucléaire et on le remplace par du renouvelable. Mais qu'est-ce que c'est l'électricité renouvelable concrètement? L'électricité renouvelable, concrètement, il y a les formes principales. Alors, celle qu'on connaît depuis très longtemps, c'est l'hydraulique. Aujourd'hui, les capacités en France sont globalement saturées, donc il n'y aura pas un développement considérable de l'hydraulique. Donc on ne remplacera pas du nucléaire par de l'hydraulique? On ne remplacera pas du nucléaire par de l'hydraulique. Après, les plus évidentes, c'est l'éolien et le photovoltaïque, qui produisent de l'électricité renouvelable. La difficulté de ces sources renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes et qu'on n'est pas certain de les avoir disponibles en plein hiver au moment où on a besoin. Donc, si vous voulez, la disponibilité de ces moyens n'est pas de 100%, et donc lorsqu'on veut remplacer 100 de nucléaire par du renouvelable, il faut en construire beaucoup plus pour obtenir cette disponibilité. Alexandre Boucher? Oui, dans les scénarios qui ont été faits et communiqués récemment par RTE, les scénarios qui permettraient de remplacer rapidement le nucléaire obligent à construire des centrales à gaz, en fait, pour pouvoir pallier justement à une baisse de capacité du nucléaire. Ce qui est dans un objectif de maîtrise du CO2, quelque chose qui n'est pas envisageable si on veut justement réduire globalement le CO2. Ensuite, il y a d'autres scénarios qui sont proposés par RTE et qui proposent en effet
un glissement progressif vers du renouvelable, mais qui prend plus de temps, qui n'est pas à horizon 2025. Quel que soit l'horizon de temps, est-ce qu'on peut imaginer remplacer 100% des énergies fossiles, par exemple, par de l'électricité, elle-même 100% renouvelable? Le tout électrique renouvelable, Alain Mille nous a dit que c'était une chimère tout à l'heure, vous l'avez dit en creux, mais assez clairement quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez cet avis, Bernard Olagne? On voit bien que la difficulté du débat, il ne faudrait pas qu'on se fasse enfermer là-dedans, c'est qu'il y a régulièrement en France une confusion redoutable entre mix électrique et mix énergétique. Donc là, effectivement, parlons bien de la place du nucléaire, entre guillemets, dans le mix électrique, et quelles sont les alternatives pour remplacer le nucléaire. La question du mix énergétique et des solutions pour répondre aux besoins du mix énergétique. Ma question est portée sur le mix, en fait, le mix énergétique. Donc, est-ce qu'on peut miser à 100% sur de l'électricité renouvelable? Pour un profane, ça paraît assez pour moi, j'aurais tendance à dire modestement, à ma place et en 2018, la réponse est non. Pourquoi? La réponse est non, pour des raisons notamment, en particulier, au-delà de la capacité de regarder en termes de puissance, de la capacité à répondre en termes de puissance aux besoins, c'est ce que vient de rappeler Alain Mille, la particularité des ENR électriques, c'est leur, alors on l'appelle intermittence, variabilité, on l'appelle comme on veut, mais au bout du compte, c'est qu'on n'est jamais sûr de les avoir à disposition quand on en aura besoin. Et il y a une courbe de puissance qui est éloquente là-dessus, qu'on va voir, et vous allez pouvoir nous commenter d'ailleurs si vous voulez. Il faut bien qu'on ait ça en tête, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est pour ça que l'association Coenov, son ADN, c'est véritablement la complémentarité des énergies. Il y a un certain nombre d'énergies dont la complémentarité doit permettre de répondre aux enjeux, parce que chacune a ses atouts, ses limites, et il faut surtout... Je suis désolé mais je vous en prie. Je suis désolé éventuellement La courbe, on l'a à l'antenne. Si vous pouvez nous la commenter. En fait, ce qu'elle montre très clairement, c'est la saisonnalité des consommations. Alors, elle montre deux choses, enfin plusieurs choses. Effectivement, sachant que vu d'ici, je précise, en bleu, les différentes nuances de bleu, comme on dit, ce sont les différents modes de production d'électricité. Le bleu plus foncé, c'est le nucléaire. Au-dessus, vous avez l'hydraulique, etc. En vert, c'est le gaz. Et en ocre, vous avez la somme de ce qui est fuel, le réseau de chaleur, propane, bois, etc., le reste. On voit donc là-dessus très rapidement, d'une part, comme vous le soulignez, l'extrême amplitude entre l'été et l'hiver, ce que l'on appelle la thermosensibilité du mix énergétique, un rapport de 1 à 4 aujourd'hui, entre la pointe et la basse saison. Et puis ensuite, on voit la part des différentes énergies, et on voit surtout... Là, la courbe qui a été là, elle est le fruit d'une étude qui avait été réalisée justement par iCube à la demande de GRDF. On regarde l'analyse des puissances maximales hebdomadaires sur la période 1er avril 2016, 31 mars 2017. Donc, ce n'est pas il y a 10 ans, c'est du tout récent. Et quand on regarde ça, si on se focalise notamment sur la pointe, c'est-à-dire vers le mois de janvier 2017, période de froid, grosso modo, on voit que l'électricité a permis de couvrir à peine plus de 30% des besoins en puissance appelés cette semaine-là. Le gaz, grosso modo, 45 à 50%, et donc le reste avec les autres énergies. Et pourtant, tout le monde se souvient des appels à la maîtrise des consommations et des appareils électriques dans cette période. Et j'aurais tendance à dire tout ça pour 30% des besoins. Donc, envisager, comme certains le font, une électrification massive sur l'ensemble des usages, on voit qu'il y a d'une part, il y a du chemin, et surtout, il y a d'autres solutions pour y parvenir que de vouloir tout miser sur l'électricité. Le sujet, il est là, c'est l'élasticité, l'hyper-élasticité des consommations, alors que par ailleurs, la production électrique, elle est linéaire, et qu'en plus, les énergies renouvelables solaires notamment, eh bien, on produit à des moments où on ne consomme pas. Même si la courbe qui était montrée, on est bien d'accord, c'est du 2017, et même si on peut envisager que dans une logique de réussite de tous les efforts de rénovation, etc., il va y avoir une baisse des besoins, et donc cette pointe va s'écraser un peu plus qu'aujourd'hui, mais il restera toujours des besoins thermiques, donc par définition, qui doivent être satisfaits de manière très rapide, avec des énergies puissantes et disponibles à satisfaire. Marie-Christine Prémartin. Oui, plusieurs choses. En effet, par rapport à ce que disait Bernard Olagne, en effet, là, on pense quand même que le profil va un peu, j'allais dire, s'étaler, se glisser, parce qu'il y a des besoins énergétiques en été qui deviennent de plus en plus importants par rapport notamment à la climatisation. Il y a quand même un certain nombre de choses aussi qui sont pilotables.
donc vous avez sans doute que l'ADEME a publié en 2015 une étude justement qui était une étude exploratoire. Donc ce n'est pas un scénario, ce n'était pas une trajectoire, mais pour voir si un mix 100%, donc un mix électrique 100% renouvelable était possible. Alors l'idée était, ou en tout cas un mix très énergie renouvelable. Donc on a regardé, donc c'était à l'horizon de au moins 2050, mais évidemment ça c'est possible à condition. Mais de toute façon, d'une manière générale, la transition, elle ne sera possible que si on réduit les consommations. Donc, dans une hypothèse de réduction des consommations, on arrivait à répondre avec un mix énergétique électrique entre 80 et 100% éventuellement renouvelable, à répondre à toute heure de l'année à la demande. Mais pour ça, ça suppose, outre la maîtrise des consommations, ça suppose de pouvoir jouer aussi sur de l'effacement, éventuellement du stockage. C'est vrai que les énergies renouvelables, certaines énergies renouvelables sont, j'allais dire, pas intermittentes, mais variables. En tout cas, on préfère dire ce mot-là côté ADEME. Mais pour autant, il y a des choses, et certainement que le système électrique va s'adapter en intégrant de plus en plus d'énergies renouvelables. Mais je voulais juste encore ajouter une chose, c'est que ce qui est assez amusant, ou enfin intéressant ou symptomatique lorsqu'on parle des problématiques d'énergie, c'est qu'on parle énergie, on file électricité et nucléaire. Or, il faut quand même bien se rendre compte, et je reviendrai justement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la moitié de la consommation d'énergie se fait sous forme de chaleur. Et donc, si on est là pour dire comment on décarbone les consommations, il y a évidemment les questions à la fois sur le résidentiel, sur la mobilité. Et les objectifs vis-à-vis de la PPE, ils doivent être très importants sur la production de chaleur renouvelable. On y va pour vos questions, vos réactions sur le hashtag débat CJBAT avec les premiers tweets, les premières réactions. Une question directe peut-être. Elle est posée par Karine Serelli. Parlons mobilité, encourager les voitures électriques, n'est-ce pas contradictoire avec les orientations de baisse du nucléaire visées en France? Qui veut parler mobilité, voiture électrique et paradoxe nucléaire, nous dit cette tweetos? Enfin, on l'a dit, je crois, les uns et les autres. De toute façon, il y a un enjeu de baisse de la conso. Donc, j'allais dire, la question de la mobilité, la question, elle est comment on décarbone les transports et la mobilité. Donc, il y a l'électricité et il y a le GNV. Voilà, donc, et concernant les véhicules particuliers, on est plus sur des questions de mobilité électrique, éventuellement d'ailleurs augmenter aussi avec les questions hydrogène. Sur le transport lourd, on est plus sur bio-GNV, par exemple, c'est une façon de décarboner les transports. Donc, je pense que la question du mix énergétique est autre, mais en tout cas, il faut bien qu'on arrive à décarboner la mobilité, tout là aussi, en maîtrisant les questions de mobilité, en développant peut-être plus, alors on parle en ce moment, l'actualité c'est le véhicule autonome. Nous, on pense que le véhicule autonome a du sens en système serviciel, c'est-à-dire qu'il puisse peut-être emporter plus de personnes. Si le véhicule autonome, c'est simplement une collection de véhicules individuels autonomes, ça perd de notre point de vue un peu, enfin quand je dis de notre point de vue ADEME, un peu de son intérêt. L'objectif, il est vraiment d'arriver à maîtriser les déplacements. Il y a déjà des choses qui bougent. Le télétravail est aussi une autre façon de voir le déplacement. On revient sur la volatilité des consommations et sur cette surconsommation d'électricité pendant l'hiver avec une initiative pour limiter les surcharges électriques dans les périodes les plus froides, une démarche qui a été baptisée Smart Avenir Énergie et qui consiste à mixer l'électricité et le gaz dans des logements neufs. Plusieurs milliers de logements ont déjà été construits et ça se passe justement dans une région fortement électrifiée. Le reportage d'Ariane Monfray, de Julien Delrieux et de Clément Genet. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est approvisionnée en électricité depuis la vallée du Rhône. En hiver, elle est soumise à une double contrainte. Sa position géographique en fait une péninsule électrique, ce qui la rend sensible aux pics de charge. De plus, l'absence de grand froid a conduit les habitants à miser sur l'électricité pour se chauffer. Résultat, les consommateurs ont subi jusqu'en 2015 des aléas dans la fourniture d'électricité. Si la quantité d'électricité que nous importons du reste de la France est trop importante, elle peut dépasser la capacité de notre réseau à l'acheminer dans des bonnes conditions.
C'est une situation que nous avons connue dans le passé et qui a conduit à plusieurs grands incidents, des grandes coupures qui ont affecté des larges portions du territoire régional. Depuis 2015, ce réseau a été renforcé par des nouvelles lignes électriques souterraines. Il a donc été sécurisé, mais nous continuons à surveiller la situation et à inciter l'ensemble des consommateurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à limiter leur consommation pendant les pics, pendant les vagues de froid que peut connaître la région pendant l'hiver. Pour soulager la consommation électrique dans la région PACA, les pouvoirs publics misent également sur la complémentarité biogaz-électricité dans les logements neufs. C'est le dispositif Smart Avenir Énergie qui vise à réduire de 22% les dépenses énergétiques, soit environ 350 à 400 € par an. Dans cet immeuble du 10e arrondissement de Marseille, l'électricité est réservée aux besoins constants de l'habitation, à l'éclairage et aux appareils ménagers. Le biogaz sert au chauffage et à la production d'ECS. Objectif, s'engager pour préserver la planète et ses ressources en misant sur le mix des énergies. Pendant plusieurs années, on a opposé le gaz et l'électricité. Ces deux énergies étaient en concurrence, chacune essayant de prendre des parts de marché à l'autre. Aujourd'hui, face aux défis que nous avons à relever, la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique, il faut absolument que ces deux énergies, le gaz et l'électricité, travaillent ensemble, main dans la main. Depuis le lancement de Smart Avenir Énergie début 2017, 10 000 logements ont été construits selon cette démarche. Le mix des énergies permet d'économiser 5 000 kWh d'électricité par an et par logement. Les habitants de la région PACA peuvent aller encore plus loin dans l'implication citoyenne. En s'inscrivant sur le site d'EcoWatt, ils sont informés par RTE des pics de charge et peuvent ainsi ajuster leur consommation en évitant de faire fonctionner leurs appareils ménagers entre 18h et 20h. Alors voilà une initiative pour mixer les énergies dans le logement neuf, mais cette question du logement neuf justement en appelle une autre, ce qui peut apparaître à Alain Mille comme un paradoxe ou même une injonction paradoxale de la part de l'État qui nous dit d'un côté réduisons les consommations d'énergie, mais aussi construisons plus de logements, plusieurs dizaines de milliers par an. Est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est réaliste de dire on va abaisser les consommations tout en les décarbonant d'ailleurs, mais on va aussi construire beaucoup plus pour loger toujours plus de Français? Est-ce que c'est tenable? Je pense que c'est tenable si on y va de manière progressive. Quand on regarde la RT 2012, qui a fait beaucoup parler il y a quelques années, qui a durci considérablement les contraintes sur le chauffage, qui a augmenté un petit peu les surcoûts, aujourd'hui, c'est digéré et on voit bien que la construction est en train de repartir malgré la RT 2012. On était à 330 000 logements ou 340 000 logements neufs par an. On sera cette année autour des 430 000. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'opposition majeure entre efficacité énergétique et construction, à condition d'y aller de manière progressive. Et après, je pense que dans le neuf, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas bouger. Enfin, le mieux est l'ennemi du bien dans ce domaine-là. On est déjà très très bas en consommation dans le neuf. Ne cherchons pas à aller trop loin. L'enjeu majeur, c'est quand même la rénovation du parc. Aujourd'hui, en moyenne, le parc consomme 5 fois plus que le neuf. Donc l'enjeu de la réduction d'énergie est plus dans le parc. Merci de parler rénovation, parce que là, pour le coup, il y a un sujet et même une critique peut-être du bilan de la loi de transition énergétique. Lorsque ce texte a été promu par le gouvernement, puis adopté ensuite, il y avait des arguments environnementaux. On réduit les consommations, mais il y avait aussi des arguments économiques. Grâce à la rénovation énergétique des bâtiments, on va favoriser l'activité du secteur du bâtiment. Et on s'aperçoit, semble-t-il, que les objectifs, pour le coup, ou le dynamisme en tout cas, le rythme de la rénovation énergétique des bâtiments n'est pas satisfaisant. D'abord, est-ce que vous confirmez cette tendance? Et ensuite, comment, madame, messieurs, vous expliquez cette relative déception en termes de nombre de logements énergétiquement rénovés, Bernard Olagne? D'abord, effectivement, on a beaucoup parlé de la rénovation, des enjeux de la rénovation, des enjeux environnementaux, énergétiques, sociétaux, même avec la problématique de la précarité. Premier point, en étant un petit peu provocateur, jusqu'à présent, je considère qu'on a surtout assisté à une bataille de chiffres en matière de rénovation. Un quinquennat précédent qui était parti sur 400 000 logements par an, on est passé à 500 000 logements par an. On n'a jamais trop regardé où est-ce qu'on se situait par rapport à ça. Et surtout, si on parlait bien de la même chose, c'est-à-dire des rénovations globales, il faut reconnaître qu'aujourd'hui,
on est plus près de, je ne sais pas, 50 à 60 000, en tout cas en dessous de 100 000, par rapport à cette ambition de 500 000. Donc on n'y est pas du tout. On en est très loin. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que j'aurais tendance à dire... Est-ce que c'est les entreprises qui ne suivent pas la demande, ou est-ce qu'il n'y a pas de demande C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'allais répondre, première chose, c'est pas simple. Donc, plutôt que de se livrer effectivement à des batailles de chiffres, il vaut mieux effectivement travailler sur les problématiques et mettre en place une véritable stratégie pour attaquer. Quand je dis que c'est pas simple, c'est-à-dire qu'on est confronté, quand on est sur des travaux de rénovation, sur tout type de bâtiment, à une problématique de coût des travaux, ça c'est clair. On a un deuxième point qui est une question de complexité de ces travaux, parce que faire des travaux importants quand on est en rénovation, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on fait pendant les travaux? C'est beaucoup plus facile d'optimiser quand on est sur un bâtiment neuf que quand on veut véritablement rénover. Et puis on a un troisième point qui est effectivement une certaine difficulté à donner confiance aux consommateurs, aux particuliers, aux maîtres d'ouvrage, pour qu'ils retrouvent dans le bénéfice qu'il des économies et des gains qui sont à la hauteur de l'investissement qu'il a fait. Et c'est en substance ce qu'a dit le ministre Nicolas Hulot, d'ailleurs, quand il a c'est ce que j'allais dire, puis après je laisserai peut-être Marie-Christine le compléter, parce que c'est a priori l'intérêt que nous voyons sur le plan rénovation qui vient d'être annoncé, qui nous paraît être un plan beaucoup plus global, beaucoup plus stratégique, avec un certain nombre de mesures concrètes, encore une fois, que simplement dire « il n'y a qu'à Faucon ». Le diagnostic, Marie-Christine Prémartin, sur la rénovation énergétique, il est partagé. Ça n'avance pas suffisamment en effet, vite. Il faut... Oui. Comment est-ce qu'on accélère sur la rénovation énergétique des bâtiments anciens? Alors, par rapport à ça, je prolonge ce qu'a dit Bernard Olagne. Il faut en effet donner envie, j'allais dire aux particuliers, de rénover et de rénover de manière énergétique. Et donc, on a souvent dit qu'il fallait embarquer la question de l'efficacité énergétique dans les opérations de rénovation que font les propriétaires. Dans le plan qui vient d'être dévoilé par Nicolas Hulot, il y a aussi l'idée d'ailleurs d'aider aussi les propriétaires bailleurs à aussi rénover, donc d'avoir des incitations pour qu'ils rénovent aussi les logements qui sont mis en location. Il faut faciliter l'accès à des financements appropriés. Donc là aussi, il y a eu un renfort avec la mise en place d'un fonds de garantie. Et puis, il y a des questions aussi de mesure de l'efficacité. Donc, il y a évidemment, certainement, il faut avoir un observatoire qui soit beaucoup plus... parce qu'on n'a pas vraiment... Pour piloter une politique, il faut avoir des données. Donc, il faut avoir ce type de choses. Et puis, on est en train de retravailler aussi sur les questions du fameux DPE, qui est un peu l'étiquette énergétique du bâtiment. Il faut le rendre plus fiable de façon à ce que ça puisse être un outil aussi de mesure du chemin parcouru. Il y a vraiment aussi l'idée, certes, on veut atteindre des bâtiments rénovés BBC en 2050, c'était ça l'objectif dans la loi, d'avoir l'ensemble du parc rénové. Force est de constater qu'il faut y aller par étapes, parce que c'est vrai que ce sont des coûts qui peuvent être importants. Mais donc, il y a l'idée aussi d'amener les gens à avoir un parcours de rénovation et de faire des rénovations au fur et à mesure aussi de leurs moyens financiers. Un tweet de Jojo38, c'est authentique. Alors, je vous le lis tel qu'il est libellé, puis après je le traduis, parce que, l'enjeu majeur pour réduire l'empreinte carbone dans le secteur du bâtiment est, selon vous, alors on s'attend à un QCM, mais non, quel est, selon vous, l'enjeu majeur pour réduire l'empreinte carbone dans le bâtiment? Pour moi, de toute façon, depuis, on l'a dit plusieurs fois, c'est le résumé, de toute façon, c'est ce que j'ai tendance à appeler les deux jambes de la transition énergétique. C'est la baisse des consommations et le développement du renouvelable. C'est les deux. C'est comme disent certaines personnes, c'est en même temps. En même temps, mais justement, en même temps, la question sur les éléments, la réduction des consommations, puisque là, on va raisonner sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Donc, il faut à la fois réfléchir sur, c'est l'enjeu d'ailleurs des nouvelles réglementations qui vont arriver, de travailler sur les questions d'énergie, comme vient de le dire Bernard, mais aussi de carbone et de ce qu'on a consommé pour le bâtiment. Et il y a une dimension qui est absolument importante, on n'en a pas parlé, c'est aussi les comportements, puisque dans les logements et tout ce qui concerne les consommations qui sont en dehors de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage, parce que ça prend une part de plus en plus importante dans les consommations énergétiques. Donc les équipements, les étiquettes des équipements, c'est des sujets aussi qui sont très importants pour arriver à avoir une consommation durable. Obliger les bailleurs à rénover et à abaisser les loyers et les aides, n'y a-t-il pas là une incohérence? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Mille, Bernard Olagne?
On peut considérer que, comme toujours, en ce qui concerne le bâtiment, mais plein de choses en général, l'obligation est certainement la dernière mesure à prendre lorsque toutes les autres ont échoué. C'est-à-dire qu'on est quand même plutôt dans des logiques d'incitation, d'aide, etc., voire de réserver cette obligation à certaines situations très précises. On parlait de la loi de transition énergétique, on parlait du plan de rénovation. On sait qu'en France, je parlais tout à l'heure rapidement de précarité énergétique. On sait qu'on a un vrai enjeu en France sur les passoires thermiques. Le gouvernement a fixé l'objectif de 2025 pour résorber 100% des passoires thermiques. On peut très bien envisager effectivement une mesure plus coercitive sur l'impossibilité de mettre en location des passoires thermiques à partir, par exemple, de 2025 ou 2026, qui serait tout à fait cohérent avec l'objectif de la loi. Mais voilà, pour moi, je considère que l'obligation reste quand même quelque chose à manier avec précaution. Alors on va parler technologie maintenant, si vous le voulez bien, avec une technologie justement qui pourrait peut-être permettre de résoudre le problème de la non-stockabilité de l'électricité. Comment stocker le surplus d'énergie électrique qui est produit en été pour pouvoir le consommer lorsqu'on en a besoin, c'est-à-dire en hiver, eh bien, en le transformant en gaz. Cette technologie existe, on appelle ça le power to gas. Comment cela marche-t-il? La réponse en images, ce sont des images qui nous ont été fournies par GRT Gaz. Regardez. Aujourd'hui, si l'on peut rouler, se déplacer, s'éclairer, travailler et bien d'autres choses encore, c'est grâce à l'énergie. Et cette énergie, elle est rare et précieuse. Évidemment, pour notre planète, l'idéal, c'est de produire des énergies renouvelables, comme celles qui proviennent du vent, du soleil, de l'eau ou encore de la biomasse. Mais la limite quand même, avec certaines énergies renouvelables, ce sont les caprices de la météo. Si le vent vient à manquer ou que le soleil se cache, il faut alors compenser rapidement la baisse de production. Et ça, on sait faire. Et à l'inverse, lorsqu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil pendant quelques jours, il peut y avoir une surproduction locale d'énergie électrique. Aujourd'hui, ces surplus de production sont malheureusement perdus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas stocker l'électricité en très grande quantité pour s'en servir lorsqu'on en a besoin. Pourtant, il y a une solution. Et cette solution, c'est le gaz. Pourquoi le gaz? Simplement parce que le gaz, en plus de ses autres qualités, il est lui beaucoup plus facilement stockable. D'accord, mais comment est-ce qu'on transforme cette énergie électrique en gaz? Par électrolyse. Le principe, c'est de faire passer le surplus d'électricité dans de l'eau. Le courant électrique va casser les molécules d'eau et séparer l'oxygène de l'hydrogène. L'hydrogène que l'on a obtenu peut être directement injecté dans le réseau de gaz. Il va alors se mélanger parfaitement au gaz naturel. Et c'est cette transformation du courant électrique en gaz que l'on appelle power to gas. On annonce déjà des excédents d'énergie dans le système électrique. Et dans les 30 années qui viennent, la France va continuer de développer des sources d'électricité renouvelables pour assurer sa transition énergétique. Il y aura donc des surplus qui pourraient se compter en dizaines de térawattheures. C'est l'équivalent de la production annuelle de plusieurs centrales nucléaires. Et ces surplus, il faudra bien les stocker. Et pour les stocker, on pourra les transformer grâce à des petites installations de power to gas réparties sur le territoire. Et on va aller encore plus loin, en associant l'hydrogène avec du CO2, du gaz carbonique, pour obtenir du méthane de synthèse. C'est ce que l'on appelle la méthanation. Imaginez une usine qui rejette du CO2 dans ses fumées. En le récupérant, on va pouvoir le transformer pour obtenir du méthane. Le méthane est injecté dans le réseau de gaz auquel l'usine est raccordée et hop, on crée ainsi une véritable boucle. On a recyclé du CO2. Et tout ça en s'appuyant sur un réseau de gaz qui est déjà construit et prêt à accueillir toute cette énergie. Le power to gas, c'est donc le lien qui permet de connecter les réseaux de gaz et les réseaux électriques pour stocker l'énergie et réussir la transition énergétique. Dans une minute, vos réactions et vos questions aussi via Twitter. Mais avant, quand même, Alexandre Boucher, qu'est-ce que vous pensez de cette technologie qui consiste à transformer de l'électricité en gaz? Est-ce que vous y croyez? Je pense que le reportage, en effet, je suis assez d'accord avec ce qui est présenté.
La question est davantage de savoir à quel moment, véritablement, le port to gaz va être une solution intéressante, notamment pour un territoire comme la France. On va quand même avoir, jusqu'à 2030, relativement peu de surproduction liée au parc renouvelable, même si on tient nos objectifs en termes de renouvelables. C'est-à-dire que, grosso modo, on pourrait avoir besoin, pendant 500 heures par an, d'une technologie telle que le port to gaz. Or, le port to gaz, il repose, comme le reportage le précisait, sur des investissements assez significatifs en termes d'électrolyseurs. Et qu'un électrolyseur, pour que véritablement il soit pertinent d'un point de vue technico-économique, il faut qu'il fonctionne quasiment toute l'année, 24 heures sur 24. Ce qui ne sera pas vraiment le cas, en tout cas pour la France, jusqu'à horizon 2030. Donc, après 2030, c'est sans doute une solution qui est très intéressante. D'ailleurs, la plupart des scénarios positionnent les scénarios qui sont faits sur le système électrique post-2030 comme sur les systèmes gaz vert post-2030 l'intègrent, mais avant, ça sera une solution qui sera au stade de démonstrateur comme ce qui est fait aujourd'hui en Allemagne ou en France. Techniquement, oui. Économiquement, c'est pas sûr. C'est ce que vous nous dites en substance. Le power to gas a de nombreux atouts, vous l'avez compris. Quel est votre favori? Voilà la question qui nous est posée. Vous ne comprenez pas la question? C'est tout l'intérêt d'un tweet. Hein, c'est que ça ouvre le champ des réponses possibles dès lors qu'on n'a rien compris à la question. Mais il faut faire comme si vous le saviez. Oui, je vais faire comme si. En effet, le power to gas a un grand potentiel. Après, on l'a dit, la question, c'est à quelle échéance. Voilà, donc, mais c'est sûr qu'il y a un grand potentiel. Un sujet qui a été dit tout à l'heure, je pense en effet qu'il y a une question d'interconnexion. C'est ça qui est important aussi peut-être à retenir, puisqu'on discute un peu des questions de mix énergétique. Je pense qu'il y a un enjeu sur arriver à interconnecter les différents vecteurs énergétiques, donc électricité, gaz renouvelable, et puis évidemment électricité renouvelable, gaz renouvelable, et puis chaleur renouvelable. Je pense que ça, c'est des éléments et c'est des sujets qu'il faut qu'on arrive à travailler parce qu'il y a en effet des services rendus de part et d'autre. Voilà, donc je pense qu'il y a des sujets comme ça. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Marie-Christine pour rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure au sujet de la démarche en Méditerranée sur Smart et Avenir Énergie, où on voit bien qu'on retrouve exactement ce qui était dit là, c'est-à-dire en combinant intelligemment l'électricité et le gaz. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas tous renouvelables, mais demain, c'est exactement la même démarche. On arrive à finalement résoudre le problème du mix énergétique. Et je pense que c'est la vraie bonne démarche qu'il faut avoir. Et ces démarches en Méditerranée, pourquoi elle a eu lieu en Méditerranée? C'est parce qu'ailleurs, il n'y en avait pas besoin, puisqu'on a mis en place une réglementation RT 2012 qui justement avait pour vocation d'orienter vers l'électricité tous les usages constants et plutôt vers les réseaux de chaleur ou le gaz, les usages variables. Et donc ça a vraiment une illustration de la complémentarité des énergies, c'est comme ça qu'on y arrive. Réduire les consommations finales, c'est évident, mais aussi augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la France. C'est l'objectif des pouvoirs publics qui veulent de l'électricité verte, mais aussi du gaz vert. Et sur la volonté de l'État de décarboner le gaz, justement, eh bien, on écoute une représentante de la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la Transition écologique et solidaire. Le grand enjeu du gaz naturel, c'est de pouvoir le remplacer par du gaz renouvelable. C'est pour cela que la loi de transition énergétique fixe un objectif d'avoir une part de gaz renouvelable de 10% à horizon 2030. Il y a plusieurs axes de travail. Tout d'abord, le développement de la méthanisation, donc qui est le fait de créer du biogaz à partir de la fermentation de déchets, de résidus. Et il y a également d'autres filières pour développer du gaz renouvelable qui sont aujourd'hui au stade de l'expérimentation, mais qui pourraient s'avérer prometteuses et qu'on suivra avec attention dans les prochaines années. Il y a d'une part la pyrogazéification et d'autre part tout ce qui concerne l'hydrogène renouvelable et également le power to gas, c'est-à-dire le fait de transformer l'électricité renouvelable en gaz, de manière à avoir du gaz renouvelable qui présente en plus les avantages du gaz.
Alors le point de vue du ministère est très clair, hein. Le ministère veut du gaz renouvelable, du gaz vert. Alexandre Boucher, Alain Mille nous disait tout à l'heure, une des vertus du gaz, c'est qu'il est stockable et que donc il permet de répondre justement à ces fameux appels de puissance. On aurait pu objecter qu'une de ses limites, c'est précisément qu'il est non renouvelable, c'est une énergie fossile. Il y a des technologies qui permettent de faire du gaz renouvelable. Est-ce qu'on peut espérer un jour, quelle que soit l'échéance, répondre à 100% des besoins avec du gaz 100% renouvelable? Déjà, je pense que si on veut un monde décarboné à horizon 2050 ou après 2050, il faudra que le gaz soit 100% renouvelable s'il veut continuer à avoir une place dans notre territoire. C'est vrai qu'on a aujourd'hui un système gazier de distribution, de transport, de stockage qui est extrêmement efficace. C'est un investissement sur lequel on peut continuer à capitaliser. La question est de savoir si le coût du gaz vert est suffisamment accessible pour qu'on accélère la transition du gaz naturel carboné vers du gaz vert. Et la réponse aujourd'hui, le coût est important. Il est aidé en tout cas en France. Ça coûte trop cher de produire du gaz vert? Aujourd'hui, ça coûte cher. Par rapport aux attentes du marché. C'est pas compétitif. C'est pas compétitif, mais comme les énergies renouvelables ne sont pas compétitifs par rapport au prix de marché également, ou ne l'étaient pas du tout il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse très très significative du prix de l'électricité renouvelable. Dans le biométhane, aujourd'hui, on est à des niveaux à peu près en moyenne de 90-95 € du mégawattheure. Si vous achetez si vous achetez du gaz naturel sur les marchés, vous pouvez l'avoir en fonction des périodes entre 20 et 30 € du mégawattheure. Donc on est quand même sur des écarts qui sont relativement significatifs. Relativement significatifs, mais comme je le dis, ça l'a été également sur l'électricité. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, enfin l'État a pris des objectifs pour pouvoir arriver rapidement à avoir à minima, je dis à minima parce que ça peut faire partie des débats justement, 10% de gaz renouvelable dans les réseaux à horizon 2030, ce qui représente 30 TWh. Et c'est pas pour revenir sur votre première question, mais est-ce qu'on est en avance, en retard par rapport à l'état actuel des choses? Sur le gaz, on est plutôt en retard en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin plutôt à fin 2017, on avait à peu près 0,7 TWh dans les réseaux. Pour arriver à 10 TWh, à 30 TWh en 2030, on a intérêt véritablement à mettre un focus très très important sur la progression de cette filière-là. Il y a plusieurs technologies possibles pour produire du gaz renouvelable, dont une qui a été citée dans le Magnéto, dans l'interview de la représentante de l'État, c'est la pyrogazéification. Quel est le principe? Qu'est-ce que c'est que cette technologie? C'est un processus thermochimique, mais qui va concerner principalement la filière bois, la filière biomasse bois. Et l'enjeu de cette filière, au-delà de l'aspect encore démonstrateur, puisqu'on est uniquement aujourd'hui dans des démonstrateurs. Des démonstrateurs en France, il y en a en Autriche, il y en a dans les Pays-Bas, dans les pays scandinaves, mais uniquement au stade de démonstrateur. Au-delà simplement du fait qu'on reste dans des démonstrateurs, on est aussi dans une concurrence autour de la filière bois qui va être importante entre justement les réseaux de chaleur dont on parlait tout à l'heure. Il y a des objectifs également de conversion de chaleur carbonée qui peut être produite par du gaz naturel, mais encore par du fioul ou par d'autres vecteurs. Et c'est surtout le bois en fait qui va permettre de verdir cette chaleur-là. Enfin, ça, la pyrogazéification, c'est vraiment expérimental. C'est expérimental. C'est ce que vous nous dites. De toute façon, à nouveau, quand on regarde un peu échéance 2030, l'enjeu aujourd'hui du verdissement du gaz, c'est la méthanisation, c'est le biométhane. On va y venir dans un instant. Merci pour cette transition habile. Oui, Alain Mille, et puis ensuite un tweet qui nous parle d'hydrogène. Oui, peut-être une réaction sur votre question. Est-ce qu'on pourra satisfaire un jour l'ensemble des besoins en gaz avec du renouvelable? Marie-Christine pourra compléter, parce que nous avons fait ensemble une étude qui montre que le potentiel de gaz renouvelable en France, toutes technologies confondues, méthanisation, pyrogazéfication et power to gaz, se situe autour de 450 TWh, alors que les besoins à horizon 2050 se situent en dessous des 300 TWh en gaz. Donc du gaz vers 100%, c'est possible. Le potentiel est là. Après, il y a effectivement la question des coûts, on l'a dit tout à l'heure, mais la question des coûts, c'est extrêmement difficile de savoir aujourd'hui le coût des ENR en 2050 ou à cet horizon-là.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que effectivement, les ENR sont chers, la production de gaz renouvelable est chère, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand on regarde, aujourd'hui, on a de la méthanisation, on va en parler, à 90 € le mégawattheure. On pense qu'on sera capable de descendre assez rapidement à 60. Et donc, on n'est pas plus cher que les autres ENR électriques. Simplement, dans le monde actuel, le gaz fossile est 2 à 3 fois moins cher que l'électricité. Dans le monde de demain, le gaz renouvelable sera au prix de l'électricité renouvelable. Donc c'est différent, mais ce n'est pas non compétitif. Une question qui nous est posée, une question à triple détente, une question à tiroir. L'hydrogène dans le gaz, y a-t-il un risque? Le PCS est-il meilleur ou moins bon? Quelqu'un qui comprend la question, peut répondre bien sûr. Il y a l'expert. L'hydrogène dans le gaz, donc effectivement, si on a l'hydrogène, on peut l'utiliser de différentes manières. Une façon de l'utiliser, c'est de le mélanger avec le gaz naturel, pour verdir partiellement le gaz et le mélange. Donc on estime aujourd'hui, et on a un démonstrateur en cours qui est du côté de Dunkerque, que l'on peut aller jusqu'à 20% d'hydrogène mélangé au gaz. Donc c'est une façon de verdir le gaz à hauteur de 20%. Alors pas tout à fait, parce que le PCS de l'hydrogène est un peu inférieur. Et donc, qu'est-ce que c'est le PCS? C'est le pouvoir calorifique finalement. C'est avec un certain volume d'hydrogène. Est-ce que vous produisez autant de chaleur qu'avec le même volume de gaz naturel? Donc comme ce pouvoir calorifique de l'hydrogène est un peu inférieur au pouvoir calorifique du gaz, lorsqu'on mélange 20% d'hydrogène dans le gaz, on ne fait pas exactement 20% de NR, un peu moins. Marie-Christine Prémartin, et ensuite on parle méthanisation. En effet, on a fait cette étude avec GRDF et GRT Gaz dans le même esprit de l'étude de 100% du mix électrique 100% renouvelable. Donc la même chose, une étude pour se dire c'est quoi, comment on peut se projeter en 2050, parce qu'en effet, sur un 100% gaz renouvelable. Et la question importante, c'est la question des gisements. Et donc il y a eu un travail pour savoir comment, puisqu'il y a une allocation notamment de la biomasse du bois entre est-ce qu'il faut plutôt faire de la chaleur renouvelable ou aller sur de la pyrogasification ou du power... Enfin, le power to gas, c'est autre chose sur la partie électrique. Mais donc, oui, on s'est rendu compte qu'on pouvait, en effet, avec on a pris différentes hypothèses, à condition quand même d'augmenter aussi les gisements. Pour les coûts des énergies renouvelables, mais aujourd'hui électriques, on est quand même autour... En tout cas, en ce qui concerne l'éolien ou le photovoltaïque, autour de 65 ou 62, c'est les derniers sorties des appels d'offres qui le montrent. Sur la méthanisation, on va aussi réussir à baisser les coûts. La pyrogasification, là c'est plus cher. Mais dans le scénario, d'ailleurs, on montre que la méthanisation, c'est de l'ordre de 30%, la part pyrogasification, 40%, et puis le power to gas, là, c'est encore aussi plus cher et on est plutôt à 30%. Voilà un peu la partie des différents mix sur le gaz renouvelable que l'on peut avoir. Alors, la méthanisation, c'est le procédé le plus mature pour produire du gaz renouvelable. Illustration en Vendée, à Mortagne-sur-Sèvre, où des agriculteurs, c'est un modèle assez classique, se sont regroupés pour transformer leurs déchets en énergie gaz. Reportage d'Ariane Monfray, de Julien Lagrange et de Clément Genet. Cette unité de méthanisation a vu le jour en 2014 par la volonté de 10 agriculteurs issus de 4 exploitations de la région de Cholet. Pour eux, le constat est simple, la méthanisation des effluents agricoles et des résidus industriels locaux permet de produire du biogaz et de valoriser les déchets en circuit court. Sur l'unité de méthanisation, on traite 24 000 tonnes. Les 3/4 sont les effluents d'élevage des 4 exploitations, du fumier, du lisier. Et il y a une partie aussi de déchets agroalimentaires qui sont traités ici, sur l'unité, produits dans des usines à proximité. Les déchets suivent ensuite un circuit qui fonctionne en continu. Ils sont mixés et transférés dans le digesteur, puis le post-digesteur. Grâce à une température maintenue à 40 degrés, les bactéries méthanogènes présentes dans les effluents d'élevage achèvent leur processus de dégradation en 40 jours. Chaque mètre cube de déchets génère ainsi environ 75 mètres cubes de biogaz brut. Ce gaz, riche en méthane, il va être épuré ici sur le site pour ne garder que le méthane et on va ainsi l'injecter dans le réseau de ville GRDF à raison de 100 mètres cubes de gaz à l'heure.
Le biogaz injecté dans le réseau GRDF représente 20% de la consommation annuelle de Mortagne-sur-Sèvre. Pour le maire de la commune, cette initiative donne une image positive du territoire. Le développement durable est quelque chose de très important, même au niveau de notre collectivité, de la commune, où on fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et puis donc la méthanisation produit du biogaz, et donc qui sert à alimenter à la fois des foyers mortagnais et une zone économique. Donc c'est quelque chose de très positif pour la commune et pour la région. La production annuelle totale de l'unité de méthanisation s'établit à 9 gigawattheures d'énergie, soit les besoins de 800 foyers. Depuis septembre 2017, elle alimente également une station-service pour les véhicules roulant au biogaz. Enfin, les résidus solides et liquides, appelés digestats, sont épandus dans les champs environnants. Alors, on ne peut pas voir de telles installations sans parler d'économie, sans parler d'argent, évidemment. Alexandre Boucher, qu'est-ce que ça coûte? Quel est le niveau d'investissement quand on veut se lancer dans cette activité, quand on est agriculteur, pour produire du biométhane? Et puis, surtout, quel est le retour sur investissement? Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Est-ce que c'est rentable? Alors, quand on parle de méthanisation agricole, on est plutôt sur des investissements qui sont de l'ordre de 2 millions d'euros pour les petits projets à 4 millions d'euros. Ensuite, on peut avoir des projets beaucoup plus grands, mais qui ne sont pas forcément des projets agricoles. Celui-ci doit être aux alentours à peu près de 3 millions d'euros, si j'ai bien entendu les quantités qui sont produites. Les retours sur investissement, donc on est sur, comme toutes les énergies renouvelables encore en Europe, on est quand même sur des énergies qui sont aidées, subventionnées, et en comptant les subventions qui sont autant octroyées par le tarif d'obligation d'achat que par les subventions de l'ADEME, on est sur des TRI projets qui sont de l'ordre de 9 à 12% à peu près. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, où la plupart des projets biogaz, alors qui n'étaient pas forcément du biométhane injecté dans les réseaux comme celui-ci, mais qui étaient plutôt des projets qui servaient à produire de l'électricité et de la chaleur, on avait des niveaux de rentabilité qui étaient très très aléatoires, qui pouvaient être même très négatifs et relativement positifs. Aujourd'hui, on est plus quand même dans une filière qui est en cours encore de structuration, mais qui évidemment va continuer à se développer et à mieux maîtriser en fait l'ensemble de ses coûts. C'est une activité qui est capitalistique. Il faut des investisseurs pour financer des opérations comme celle-là. Quelle est leur posture à l'instant où nous parlons? Parce qu'on a eu, en observant le développement de cette activité, l'impression que les investisseurs changeaient de regard. D'abord, ils se sont montrés assez enthousiastes, ils avaient l'air d'avoir envie d'y aller, et puis, d'après les porteurs de projets, ils se sont repliés, si j'ose dire, et ils se sont montrés beaucoup plus prudents. Est-ce qu'ils reviennent aujourd'hui Oui, je pense qu'il y a eu une très mauvaise expérience en fait il y a quelques années. La filière s'est développée alors que finalement il y avait relativement peu d'industriels équipementiers qui avaient une présence en France. Il y avait peu également de prise en compte qu'on est dans un outil industriel qui nécessite de la maintenance préventive, qui nécessite des interventions de maintenance extrêmement rapides pour pouvoir remettre en production le biométhane. Donc il y a eu énormément finalement d'incidents d'exploitation qui ont fait que les rentabilités des actifs étaient très très loin de ce qui était espéré. Mais comme je le disais aujourd'hui, on est dans une professionnalisation, il y a eu beaucoup d'investissements dans la formation, dans la professionnalisation également des agriculteurs qui s'intéressent à ces sujets-là. Toute la filière s'est mobilisée. Donc on est davantage aujourd'hui dans des gens qui ont bien enregistré qu'il y avait un certain nombre d'actions qui étaient impératives pour que justement l'outil industriel puisse fonctionner. Il y a une difficulté, ce qui est peut-être spécifique aujourd'hui au biométhane par rapport à ce que le photovoltaïque et surtout l'éolien ont connu, c'est que des projets de photovoltaïque et d'éolien, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros très souvent qui sont mis sur la table. Et c'est donc des gros projets qui peuvent intéresser en fait des fonds d'investissement. Ici, on est dans des projets qui sont plus complexes pour un fonds d'investissement déjà parce qu'il y a des niveaux de rentabilité historiques qui sont assez variables et parce qu'il y a une grande partie du coût qui n'est pas forcément liée à l'investissement mais qui va être liée à l'approvisionnement en matière pour pouvoir faire fonctionner l'exploitation.
Puis il y a des coûts également de maintenance qui n'ont rien à voir avec les coûts de maintenance qu'on peut avoir sur du solaire ou de l'éolien. Donc il y a une certaine complexité pour les fonds d'investissement de s'intéresser à des objets qui sont plus petits, qui sont plus complexes. Justement, c'est une question de modèle. Si on veut décarboner le gaz, il va falloir produire du gaz par méthanisation. Après, il y a plusieurs stratégie possible. Celle dans laquelle la France est en train de s'engager, semble-t-il, c'est une déconcentration, une territorialisation des unités de production de petite ou de taille moyenne, confiées comme un complément de revenu à des agriculteurs. C'est un modèle. Est-ce que vous pensez que c'est le bon? Est-ce que c'est un modèle qui se développe dans d'autres pays ou est-ce que c'est potentiellement une erreur? Dire le bon modèle, ce n'est pas le modèle qui permet extrêmement rapidement de pouvoir atteindre des objectifs qui sont très très importants. Si on le compare par rapport au choix allemand, qui n'a pas été celui-ci en fait, qui est un modèle plutôt d'industrie de production de biogaz beaucoup plus concentré, ça leur a permis d'atteindre relativement rapidement, à peu près, je crois aujourd'hui, il doit faire 64 TWh de production de biogaz, ce qui est considérable par rapport à ce qu'on peut faire en France. Donc en termes de rapidité d'exécution, ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour pouvoir verdir très très rapidement le gaz. En revanche, c'est un modèle qui est beaucoup plus en ligne avec ce que la France veut faire en termes d'économie circulaire, en termes aussi de non-concurrence entre les cultures, donc avec un souci qui est beaucoup plus axé autour du développement durable que ce qu'ont pu faire les Allemands il y a encore quelques années, sur lequel justement ils ont mis quelques réserves ces derniers mois. On a un tweet là-dessus, un tweet de François Vertou. J'ai le droit de produire du biogaz pour mon autoconsommation. Ai-je le droit, je pense? On peut autoproduire, enfin autoconsommer l'électricité. Est-ce qu'on peut fabriquer un micro-méthaniseur chez soi pour consommer soi-même son biogaz? Non, mais c'est pas délirant, hein, comme... C'est pas délirant, mais c'est pas tellement le modèle, quoi. Comme on disait tout à l'heure, on est plutôt déjà sur des projets qui regroupent une dizaine d'agriculteurs et qui font un certain volume. Et si on veut vraiment industrialiser, on pourrait aller sur des projets plus gros. Donc c'est pas trop le modèle. Il est probablement pas rentable à toute petite échelle. Oui. Enfin, ça dépend ce que vous voulez dire le tweet. Parce qu'aujourd'hui, le biogaz produit, donc soit il est injecté, soit il peut être en effet autoconsommé au sens si sur la propriété, on l'utilise pour de la chaleur, par exemple. C'est ce que font certains agriculteurs, chauffer leur bâtiment. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par autoconsommer. C'est sûr que chez soi, ça ne paraît pas encore on n'a pas encore le dispositif. Oui, Bernard Olaï. Un petit complément par rapport à ce qui a été dit, surtout sur la filière. C'est vrai que la France a fait un certain nombre de choix. C'est vrai qu'il n'y a pas photo, on est parti plus tard que les Allemands et avec d'autres choix. Mais je pense qu'on est véritablement dans une filière qui est en train de se structurer, de se développer, et une filière qui, comme toutes les énergies renouvelables, d'abord, je rappelle quand même que culturellement, la notion d'énergie renouvelable appliquée au gaz renouvelable est récente. Jusque vous prenez le texte de la loi de transition énergétique, il n'est pas si vieux que ça, quand vous lisez énergie renouvelable, c'est énergie renouvelable électrique. Donc culturellement, l'application du vocable renouvelable au gaz, c'est quelque chose de très récent. Et ça, c'est un premier point. Et je dirais que cette filière avait également besoin, comme les autres énergies renouvelables électriques, de signaux envoyés par les pouvoirs publics pour justement montrer qu'elle le considérait bien comme étant une des composantes du mix énergétique de demain. Ces signaux ont commencé à sortir, avec justement l'organisation et l'animation d'un groupe de travail autour de la méthanisation, au même titre que les ENR électriques présidés par Sébastien Lecornu, qui a dégagé une quinzaine de propositions, notamment des propositions autour des aspects de procédure administrative pour simplifier l'accès, parce qu'on était également dans quelque chose de très complexe. Alors, vu d'un agriculteur, c'était quand même très compliqué, et également avec un certain nombre de choses autour du financement pour rassurer les investisseurs, et notamment avec le projet annoncé par le président d'un fonds de 100 millions dédié à la méthanisation. Donc on voit bien qu'on est dans une spirale extrêmement positive et pour nous très intéressante parce que renforcée par des signaux envoyés par les pouvoirs publics. Un dernier tweet pour parler réseau communicant ou intelligent, réseau en tout cas, et le Smart Grid Gaz. C'est vrai ça? Et le Smart Grid Gaz. Lorsqu'on développe notamment la méthanisation, mais aussi les autres énergies gaz renouvelables, ça a des impacts sur le réseau gaz. Ça a des impacts sur le réseau gaz, puisqu'en fait,
comme le réseau électrique a dû s'adapter aux injections multiples de photovoltaïque, et le réseau gaz doit aussi s'adapter aux injections demain multiples de biométhane. En été, on consomme très peu de gaz et on risque d'avoir des injections assez importantes de biométhane, donc il va falloir faire remonter le gaz dans les tuyaux. Donc ça, on va avoir des investissements de rebours, d'adaptation, de maillage du réseau. Et puis, donc ça, c'est une première partie. Et une deuxième partie, c'est ce qu'évoquait Marie-Christine, c'est-à-dire que très probablement qu'on va voir des couplages entre l'électricité, entre les réseaux électriques et les réseaux gaz ou les réseaux de chaleur, pour essayer d'avoir, via des systèmes hybrides, des déports d'énergie sur le bon système. Et donc les smart gas grids, c'est un peu tout ça. C'est l'adaptation des réseaux, c'est le couplage avec d'autres réseaux, d'autres énergies. Et puis ce sont également des équipements dans les maisons que l'on pourra faire switcher entre différentes énergies. Et c'est cet ensemble-là qu'on appelle les smart gas grids. Et c'est la fin de ce débat. Merci à vous, Alain Mille, directeur du développement de GRDF. Merci aussi à Bernard Rollein, le président de Coenov, à Alexandre Boucher, le fondateur et directeur associé de eCube Stratégie Consultant, et bien sûr à Marie-Christine Prémartin, la directrice exécutive de l'ADEME en charge des programmes. Merci à vous qui nous suiviez depuis une dizaine de villes en France. Merci à vous tous, public du Club Haussmann à Paris. Vous pouvez revoir les débats CJBAT sur la chaîne YouTube de CJBAT et sur le site internet cjbat.grdf.fr. À bientôt, au revoir.